Alors, bonjour à tous, le Festival d'Avignon, d'où nous revenons. C'est un festival qui devrait mettre le théâtre comme institution morale à la portée du plus grand nombre, de tous. Or, ce n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Qui va à Avignon, c'est un public averti, de classe moyenne supérieure généralement, et qui s'intéresse au théâtre parce que le théâtre est pour lui à la fois un instrument de communication, de connaissance et en même temps de références culturelles qui lui sont propres. Eh bien, Jean Vilar, lui, voulait aller beaucoup plus loin. Il voulait un théâtre qui rende la culture au peuple. Et quand on voit les spectacles du théâtre In à Avignon et la façon dont Olivier Py les conçoit, on en est loin. Et quand on voit le théâtre off, on voit une prolifération de troupes, 1538, encore il s'en est ajouté, il y en avait à peu près 1700, avec des lieux où elles viennent se présenter, qui coûtent très cher. Un garage aménagé avec 50 à 60 places à Avignon, avec un créneau de 1h30 maximum par jour, 20 fois pendant le festival, 20-21 fois pendant le festival, eh bien, c'est 4 à 5 000 euros. Et si c'est beaucoup plus grand, c'est 12 000 euros. Donc, on a dans ce théâtre off une difficulté à la fois financière et une prolifération de troupes qui, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, ne trouveront pas de gens qui s'occuperont d'elles, qui les développeront. Il n'y a pas assez de programmateurs, il n'y a pas assez de salles disponibles après, donc on a quelque chose qui ne peut plus continuer comme il va. Il faut revenir à un esprit du théâtre où le théâtre devient une institution vraiment pour ce qui est pour moi la culture, c'est-à-dire le développement de la capacité de création humaine et qu'on donne les moyens. Les moyens aujourd'hui, évidemment, pour le spectacle vivant, ne sont pas en voie de développement, au contraire. Alors les gens sont dans une forte attente, et nos militants l'ont vu sur le terrain, de culture. Mais ils ne savent pas toujours très bien ce qu'est la culture. Donc il faut redonner ce sens et inspirer pour orienter vers une culture de la vie et de la découverte, où le théâtre doit avoir un rôle fondamental. Parce que la politique doit être inspirée, alimentée, portée par l'art, la philosophie et l'art. Et il est essentiel que ce soit un art qui inspire à changer, à transformer, à créer et à servir le bien commun. C'est de ce point de vue qu'il faut une moralisation. Mais morale ne veut pas dire une morale établie avec des codes et des normes. Pas du tout. Ça veut dire quelque chose parfois d'imprévu, quelque chose de nouveau qui surgit, cet esprit de nouveau dont parlait Schiller, parlant du théâtre. Et ce théâtre-là doit être un théâtre qui porte avec lui quelque chose qui est un peu comme un dialogue de Platon. Guénon en parlait un jour, il disait que le théâtre, c'est comme un dialogue de Platon. Et en effet, c'est quelque chose où un sujet se développe, on voit se produire quelque chose sur la scène, et puis à la fin, on voit un dénouement, généralement tragique, et les gens se demandent en sortant, mais pourquoi ce dénouement tragique? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'aurais-je fait à la place des gens qui sont sur la scène? Et ça donne le sens, et c'est ça ce que les gens attendent, qu'il faut monter sur la scène et redevenir citoyen. Et je crois que tout le théâtre de Shakespeare, par exemple, est un appel à cette citoyenneté. Et c'est à mon avis le théâtre à son niveau le plus élevé, comme le théâtre d'Eschyle. Le théâtre d'Eschyle aussi porte cet appel, ou Euripide, mais Eschyle en particulier, dans la Grèce, où il porte la cité à se concevoir comme quelque chose qui doit servir ceux qui y sont. Le théâtre est une sorte d'élargissement de l'agora, d'élargissement intellectuel et moral, pas évidemment en nombre. Et c'est dans ce sens que le théâtre était vu dans l'Antiquité. Et je crois qu'il y a une volonté de revenir à ce type de théâtre-là, qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le théâtre chinois. Donc c'est très intéressant de repenser le théâtre par rapport, et ce que les gens attendent, par rapport à tout ce qui s'est passé sous forme de théâtre dans le monde et dans toutes les cultures.
Alors le modèle du off ne peut pas tenir s'il n'est pas soutenu. Donc il a besoin à la fois d'un soutien et à la fois d'une discussion entre le public, les acteurs, les auteurs, sur ce que doit être vraiment le théâtre, parce qu'on ne peut pas laisser faire. Certains disent qu'il y a des pancartes partout, des exhibitions partout, on voit même des saltimbanques qui n'ont rien à voir avec le théâtre, dans le théâtre off. Donc il faut une réflexion, ça ne peut pas être imposé, il ne peut pas avoir de règles, il ne peut pas avoir de loi, mais ça doit être une réflexion d'ensemble sur ce qu'on veut apporter et qui peut apporter au théâtre. C'est la fin dans l'opéra de Beethoven, dans Fidelio, où à la fin, le public est incité, pour ainsi dire, à monter sur la scène. C'est une fin heureuse, mais une fin heureuse qui porte le message que le public doit intervenir pour pouvoir changer l'histoire, comme l'a fait Léonore. Donc c'est de ce point de vue, moi, que je vois le théâtre, c'est quelque chose, un moment terrible, soit qui peut être dramatique, soit qui peut être tragique, qui peut être comique, un moment terrible à affronter, où on voit comment des êtres humains sont ou ne sont pas capables de l'affronter. Et généralement, on doit montrer comment ils ne sont pas capables, donc on se dit, moi-même, aurais-je été capable? Et je pense que le message du théâtre, dans toutes ces déclinaisons, doit être celui-là, et doit porter une réflexion intérieure. La pièce de théâtre, elle se poursuit des heures, peut-être des jours, des semaines, et peut-être toute une vie après qu'elle ait été jouée, dans l'esprit de celui qui l'a vue. Le budget de la culture, c'est, de la part de l'État, un peu plus de 14 milliards. Pour le ministère lui-même, 10 milliards, et 4 milliards de dépenses culturelles en dehors du ministère. Ça fait 14 milliards. Les collectivités territoriales portent environ 7 milliards, ce qui fait un total d'environ 21 milliards. C'est ça la part de la culture. Alors on dit, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la part de la culture dans la valeur ajoutée de la France, la part directe, c'est plus de 60 milliards. Et la part indirecte, c'est 47 milliards environ. C'est-à-dire tout ce que ça crée dans le monde de création d'objets, création pour le théâtre, d'objets pour la scène, création pour la musique, de salles de musique, etc. Donc ça fait 107 milliards en tout. C'est 6% du produit intérieur brut. Et rien que la part de l'État et des collectivités territoriales fait beaucoup plus, 3 à 4 fois plus qu'une partie importante de nos industries mécaniques. On a dit par exemple que la part dans les fameux 60 milliards, ça fait plusieurs fois plus la part d'industrie automobile. Donc c'est énorme la culture. C'est 21 milliards environ engendrant ces 107 milliards. Donc c'est considérable. Mais évidemment, comme c'est considérable et que c'est une grande masse, on se pose rarement la question du but, de l'objectif. Et c'est une question à voir de façon beaucoup plus sérieuse. Et ça, c'est tout un pays qui doit être mobilisé pour cela. Tout un pays. Et je sais que Françoise Nyssen a cette idée-là, mais on ne lui donne pas les moyens. Puis comme elle ne vient pas d'un milieu déjà établi et déjà administratif, régi par des énarques qui, mieux que tout le monde, savent ce qu'il faut faire, eh bien, elle est soumise à des pressions et à des difficultés. Donc il faut donner les moyens aux ministres, comme Jean-Marie Blanquer et comme Françoise Nyssen, qui veulent faire des choses innovatrices. L'innovation, la création, c'est là d'où doivent aller les fonds. Et il ne faut pas se baser sur simplement une extrapolation de ce qu'on a déjà, il faut donner des libertés. Alors, au cours de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait proposé de mettre en place un pass culture pour les jeunes de 18 ans, 500 € pour avoir des spectacles gratuitement, leur permettant d'accéder à la culture. Maintenant, c'est en place, on a décidé de verser pour cela 5 millions, maintenant, là, la première année, puis ensuite 35 millions. D'abord, c'est peu. Et ensuite, ce pass culture, eh bien, il faut bien voir à quoi il devrait correspondre. À mon sens, il devrait correspondre à une culture de la vie, de la découverte, auquel les jeunes pourraient avoir accès.
Par exemple, on pourrait aussi leur donner accès et les inspirer en mettant du contenu culturel sur le web et en prenant France 5 comme mode d'expression avec ces gens très compétents qui y sont pour proposer une approche culturelle, une démarche culturelle. Alors, le Pass Culture devrait permettre d'accéder là où il y a de la création. Et la culture création, la culture découverte. Pour le reste, le divertissement, tout ce qui relève du divertissement, ça devrait être en dehors. Évidemment, chacun pourra aller voir les divertissements s'il a envie. La liberté, c'est la liberté, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du bien commun, du collectif, qui est ce domaine culturel, dans lequel l'État doit, disons, permettre un accès, et cet accès doit être ouvert. Et ceux qui voudront iront, ceux qui ne voudront pas, iront pas. Donc, mais cet accès doit être ouvert parce qu'il fait partie de l'intention et de la politique que mène un État pour donner aux gens l'occasion d'élever leur capacité créatrice, se confronter aux cultures de leur pays et du monde, et de se découvrir en eux-mêmes des capacités de création auparavant ils n'avaient pas. Voilà, le Pass Culture, ça devrait être ça. Alors, prenons la peinture, l'art moderne, et plusieurs livres viennent de paraître sur ce sujet. L'art moderne et la cote des peintres de l'art moderne est définie par environ une vingtaine de galeries dans le monde et 150 à 200 grands collectionneurs. Et là, on a faussé complètement les choses. Donc, il faut revenir à un art, je dirais, qui touche le peuple, sans revenir au folklore et à repli national et toutes ces choses-là, à l'autre rengaine, ça c'est l'autre rengaine. Il faut revenir à un art qui porte, et en particulier dans la peinture, mais aussi dans la musique, qui porte réellement sur les facultés créatrices de l'être humain et comment cet être humain développe ses facultés. Alors on ne peut pas dire que ça tombera du ciel, on ne peut pas dire non plus que ça viendra de la base. Ça viendra d'un rapport entre un peuple et ceux qui visent, et qui sont les politiques, qui devraient viser à l'inspirer, à l'aider, à l'orienter. Et ce rapport n'existe pas aujourd'hui. La France est un pays cartésien, hélas, où les choses sont codées, sont déterminées, et la caricature qu'on l'on fait des énarques de ce point de vue-là n'est pas fausse, mais il n'y a pas que les énarques, hein, c'est les grandes écoles en général. Donc il n'y a pas ce courant, ce flux qui doit déterminer une culture. Il y a quelque chose qui est défini en haut de la pyramide, et en haut de la pyramide, généralement, on livre, pour ce qui est considéré comme le bas de la pyramide, on livre une culture qui est une culture à laquelle on se soumet, qui est la world music, qui est la culture des jeux vidéo ultra-violents, qui est la culture, disons, de la banalisation des choses, et en haut, on essaie de se réserver une culture pour une élite. C'est exactement comme dans l'enseignement, où se développe l'enseignement privé, le privé, avec des mentions très bien parce qu'on sélectionne et on prend des gens d'un certain milieu social, et puis le reste, où il y a des problèmes. Moi, j'ai une nièce, par exemple, qui est dans un lycée de qualité, et on lui a dit, pour commencer, qu'un 11 dans son lycée valait un 17 en banlieue. Ben ça, c'est inadmissible. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de république. Il n'y a plus de république dans la culture, et il n'y a plus de république dans l'éducation. Et les deux doivent avoir un rapport. Alors, je trouve très bien que Françoise Nyssen et le gouvernement aient prévu une chorale dans chaque école. Je trouve très bien qu'on ait inclus tous les arts correspondant à la culture dans le curriculum de l'enseignement. Mais est-ce qu'on aura les moyens? Et qui le fera? Et c'est là que l'état d'esprit d'un pays doit être, disons, inspiré par un gouvernement. Et ce gouvernement-ci est un gouvernement où on voit une verticalité, une centralisation, et en même temps, comme il dirait lui-même, un libéralisme, disons, total, comme on l'a vu à l'Élysée, avec les célébrations du jour de la musique, de manière absolument caricaturale, avec des groupes qui disaient « brûle, brûle cette maison », mais le disaient même sans art. Il n'y avait même pas de l'art ou de la vivacité dans cela. La manière de danser, quand on voyait ces danses, n'était pas très, je dirais, propre au développement intéressant du rapport entre l'être humain et son corps et la musique. Donc il faut arriver à quelque chose qui soit un respect
des capacités créatrices des uns et des autres. Et quand je vois, par exemple, cette scène à l'Élysée pour le jour de la musique, eh ben, ça montre pas beaucoup de respect pour les gens qu'on y voyait, qui étaient pour la plupart issus d'une ascendance africaine. Alors pour moi, l'Afrique, c'est tout à fait autre chose. L'Afrique, c'est Cheikh Anta Diop. L'Afrique, c'est tous ceux qui ont créé en Afrique. C'est pas une distraction pour un jour de fête la musique par un président qui s'amuse, comme le roi s'amuse, dans une pièce bien connue. Donc voilà ce qu'il faut changer. Il faut prendre au sérieux les choses et pas jouer avec. L'État, dans sa mission, ne doit pas s'intéresser au divertissement. Le divertissement, les gens font ce qu'ils en veulent, mais il n'y a pas... Par exemple, on finance l'audiovisuel, c'est plus de 5 milliards. Je pense qu'il faudrait que pour ce qui est du divertissement au sein de l'audiovisuel, ça se débrouille par soi-même. Hein. Mais l'État a la responsabilité de la culture. Alors ça ne veut pas dire qu'il doit uniformiser ou donner des injonctions sur quoi faire. Mais il doit avoir un certain état d'esprit, une certaine orientation, une certaine vision. Et c'est là que, évidemment, une culture de la vie et de la découverte, doit être dans une réflexion par rapport à ce qui a été créé dans le passé et qui était porteur d'avenir, pour ce qu'on crée dans le présent soit également porteur d'avenir et qu'on pense la culture par rapport au futur que doit être cette société. Et comme dans le domaine, je dirais, de l'espace-temps physique, on doit penser à une politique spatiale, comme on a souvent caricaturé de la présenter, mais c'est une politique d'exploration spatiale, où on doit inventer, imaginer, parce qu'on rencontrera des problèmes entièrement nouveaux. Ben, la culture, c'est ça. Il n'y aura pas de politique spatiale s'il n'y a pas une culture de la découverte. Et Einstein lui-même le disait, parlant de ce qu'il faisait, qu'il faut dépasser le domaine de la mathématique, qui enferme, qui est une sorte de corset dans lequel on n'a jamais rien créé au sein des mathématiques. Ça ne veut pas dire que les mathématiques ne sont pas nécessaires, hein. Elles sont nécessaires sous forme d'application. Mais pour créer, il faut qu'au sein d'un système donné, ce qui a posé un problème ne soit pas résolu, car il ne peut pas l'être, dans les termes de ce système, dans les termes où le problème a été posé. Et il faut aller à un niveau supérieur. Et ça, cela suppose que des choses qui sont apparemment opposées peuvent devenir enrichissantes et porter une vision, disons, d'un ordre plus élevé, plus général, plus universel, justement parce que de cet opposé sort quelque chose de supérieur. Par-delà le principe de contradiction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une métaphore, tout simplement, dans l'art. Et une métaphore, en effet, et je le dis en pensant un peu au président de la République, où Paul Ricoeur, il voyait pas seulement une figure dans l'art, mais une façon de penser, et la façon même de penser. Donc cette façon même de penser, il faut la retrouver dans l'art, il faut la retrouver dans le théâtre, il faut la retrouver dans toutes les formes d'expression, disons, les plus élevées de l'être humain, et pas par des spectacles sur les marches de l'Élysée qui ne s'adressent pas aux facultés créatrices de l'être humain. Oui, l'éducation des émotions, qu'est-ce que c'est, hein? Vous rentrez dans une cathédrale gothique, et vous avez des gens qui, pour la plupart, ne savaient pas lire et écrire. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Toute une histoire, dans les sculptures, dans les vitraux. Et des vitraux, comme celui, comme à Chartres, qui sont avec des règles géométriques extrêmement précises et rigoureuses. Et les gens, ils prenaient goût à ça, naturellement. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas la règle elle-même, ou comment elle était établie, mais ils prenaient goût parce que ça leur paraissait beau, cohérent. C'est comme les vierges dans les mandorles. Bon, revenons rapidement à notre époque. Quand Rodin fait les bourgeois de Calais, ben, il pose une question politique, il pose une question fondamentale. Et si on regarde aujourd'hui même, il y a des artistes qui le font aussi. Je ne voudrais pas faire ici leur publicité, mais ils le font aussi. Donc il faut voir cette continuité dans l'histoire de ceux qui posent les questions fondamentales, gênantes pour l'époque, et qui apportent un aperçu sur comment elles pourraient être résolues. C'est ça l'art pour moi. Lorsque, à Vienne, on a un institut français dans
le palais Clam-Gallas, et on a un institut français de grand prestige, et qu'on le revend au Qatar, est-ce qu'on peut parler d'une action culturelle sérieuse? Il faut que les instituts français, les alliances françaises dans le monde ne soient pas fermées, mais au contraire développées. Les Chinois le font avec leur institut Confucius. Nous devons avoir un institut, disons, français de la francophonie, y compris d'ailleurs des instituts franco-africains portant cette langue, parce que 85% en 2050 des francophones vont être africains. Donc ça pose la question de l'Office international de la francophonie. Et là encore, je pose une question. Lorsque on élimine quelqu'un qui y était et qui a pris parti pour le franc CFA, et qui est quelqu'un qui a été un ancien ministre au Togo, qui s'appelle Kako Nobobko, on décide de le chasser simplement parce qu'il a pris parti contre le franc CFA, tout en disant que de façon modérée et intelligente. Donc cet Office international de la francophonie, actuellement, il fonctionne comme un organisme dépensier qui dépense à droite, à gauche et qui n'a pas de vision. Il faut lui donner une vision. Il faut lui donner, comme aux alliances françaises et aux instituts français, une vision sur ce qu'est réellement notre culture. Ce qui suppose qu'on regarde la culture de notre pays comme Claude Duneton avait vu notre langue. Parler croquant. Il faut que notre culture se mette de façon intelligente à examiner pourquoi elle ne parle plus comme dans Rabelais croquant et en même temps communique les choses au niveau le plus élevé de ceux qui y participent. Et peut-être qu'il faudrait regarder du côté du Québec, du côté de l'Afrique, pour voir ces choses et voir comment elles apparaissent. C'est pour ça que je propose qu'on crée une agence mondiale de la traduction pour accueillir dans notre langue là où il y a la création qui se produit. Et en même temps, accueillir dans notre langue la langue de l'autre et que notre langue aille également dans la langue de l'autre. Il y a toute une politique à revoir en coordonnant toutes ces choses. C'est pour ça que je suis pour un conseil d'action culturelle extérieure au niveau de la présidence. Parce que ça part dans tous les sens. Il y en a au ministère des Affaires étrangères, il y en a au ministère de la Culture, il y en a au ministère de l'Éducation. Il faut une vision. Et cet ensemble, ici, que je propose, cette façon, c'est ce qui peut faire une politique culturelle de la France, comme on a pu l'avoir dans notre histoire. Et aujourd'hui, évidemment, ça pose une question. Parce qu'on ne peut pas envisager la culture comme en 1950. On est en 2018. Donc il faut voir exactement, avec un plan, un objectif et une orientation. Il faut vraiment analyser les choses et pas avoir des préjugés d'un côté et en même temps ne pas avoir un modèle tout fait. Il faut que ces différentes institutions portent un changement. Et De Gaulle disait un jour, pendant la guerre mondiale, c'était dans les années 40 quand il était en Angleterre, il disait que la France, le monde est en manque de la France. La France n'est plus là, la France du maréchal Pétain n'est pas la France. Donc on attend la France. Mais qu'en même temps, cette France doit prendre en elle toutes les cultures du monde pour enrichir sa propre culture. Et ça, c'est l'avenir du monde. C'est que chaque culture apporte le meilleur de ce qu'elle a à la part commune et qu'on donne un sens à ce mot « humanité » qui était le journal de Jean Jaurès et qu'on redonne ce sens-là. Et l'art doit être ce qui le permet. Pensez que Jaurès, avant d'être assassiné, quand il était à Bruxelles pour le congrès de l'Internationale socialiste, il va dans le musée, il va voir un petit Bruegel et il parle de ce petit Bruegel qu'il a vu à Bruxelles. Donc voilà l'art vivant, voilà là où il sert, où il est dans une réflexion vivante. Et c'est de ce point de vue-là qu'on doit le vivre, pour ainsi dire, à chaque instant. L'art ne devrait pas être seulement présent sur les scènes, il devrait être présent dans la vie quotidienne. Et on parle beaucoup de civilité. Eh bien, cette civilité, elle devrait être inspirée justement par l'art et ce que porte l'art vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de l'autre. Le respect de l'autre, et en même temps le respect chez l'autre, ses capacités créatrices. Ce que disait Martin Luther King, il faut même aimer ses ennemis. Pourquoi il faut aimer ses ennemis? Parce qu'il faut aimer en eux l'homme qui pourrait devenir, qui pourrait être différent. Et ça, c'est l'art. C'est l'art qui doit aujourd'hui prendre une population qui, dans le monde, est dans un état souvent de désorientation, de désarroi, et lui donner une vision plus élevée de ce qui est à accomplir, qui était ce que Jean Vilar voulait faire avec le théâtre à Avignon. On retrouve
cette vision-là. Les Jeunesses musicales de France aussi l'avaient tenté, mais dans un milieu trop restreint, une conception de l'art trop close. Mais il faut revenir à cette vision et à cette, je dirais, ambition légitime que nous devons servir les générations futures avec un art qui doit anticiper sur ce qu'elles doivent pouvoir disposer. Alors, curieusement, peut-être pour certains, je vais revenir au XIVe siècle. C'est la chartreuse de Champmol à Dijon, le puits de Moïse, c'est ce qu'il en reste. Une des choses qui en reste, il y a le tombeau du duc de Berry aussi. La chartreuse de Champmol. Alors, la chartreuse de Champmol, c'est les prophètes. Et c'est l'art gothique. C'est l'art gothique qui surgit. C'est-à-dire, c'est de l'ancien vient apparaître le nouveau, le gothique. Et Claude Sluter porte cette renaissance, qui est le sculpteur, porte cette renaissance flamande. Et qu'est-ce qui dépeint? Moïse. C'est très intéressant, parce qu'on voit Moïse et les prophètes. Alors, dans la tradition du judaïsme, le prophète est celui qui rappelle la loi. Celui qui ne l'a pas respecté, l'institution terrestre qui ne l'a pas respecté, le prophète lui dit « Je te rappelle qu'il y a une loi et que tu dois la respecter ». C'est tous les prophètes qui sont là représentés dans le puits de Moïse représentent ça. C'est une sorte d'avertissement pour respecter un principe qui est le principe du développement juste de l'univers dans lequel chacun doit être un juste dans ce juste développement. J'utilise volontairement les termes du judaïsme. Donc, qu'est-ce qu'il dépeint? Il dépeint Moïse. Et on voit là un grand Moïse, c'est extraordinaire. Un Moïse très puissant. Un Moïse qui est porteur de feu, qui est le guide, porteur de feu. Mais il a un côté, avec ses deux petites cornes qu'il représente comme d'habitude, un côté un peu, disons, pas nécessairement enthousiasmant. Peut-être on lui obéit, mais pas nécessairement. En effet, Moïse est l'homme à qui Dieu avait dit dans l'histoire de la Bible, où Dieu lui avait dit, les gens ont soif, il a demandé à Dieu où puis-je trouver à boire, il a dit, vois ce rocher. Et Moïse voit un rocher, il lui tape dessus 2 fois. Ben, Dieu a dit, voilà, il est porté par irascibilité, sa colère, il ne pourra pas enseigner et il n'ira pas, il ne connaîtra pas ce que ce qui est préparé pour mon humanité. C'est-à-dire, il n'ira pas dans la terre promise. Et il y a un frère, qui est Aaron. Alors, Aaron, lui, il est sérieux, il est très gentil, il peut enseigner. Le maître en colère est incapable d'enseigner, nous dit l'histoire. Et là, Aaron, lui, il enseignera, mais il est trop faible, parfois il n'a pas reconnu la puissance de Dieu comme Moïse le reconnaît, et il n'ira pas non plus en terre promise. Donc voilà ces deux-là qui forment les piliers de l'histoire, qui sont Moïse et Aaron, qui n'iront pas en terre promise. Pourquoi? Parce que celui qui a fait l'effort ne doit pas attendre une récompense en elle-même. La récompense, c'est ce qu'il aura fait, c'est ce qu'il aura accompli. Et l'art, c'est faire cela. C'est accomplir cela, c'est passer du roman au gothique, par exemple. C'est faire quelque chose que Claude Sluter a fait. Et on doit davantage reconnaître en France cette renaissance, qu'on n'a pas appelée la renaissance flamande, qu'il représente. Donc il y a eu toute une tradition de l'enseignement, les frères de la vie commune, l'enseignement de ceux qui ne sont pas les plus favorisés. Pas seulement l'enseignement pour la cour, mais l'enseignement pour tout le monde. Et évidemment, c'est un défi pour nous. Et ce défi, on ne l'a pas entièrement pris. Les Chinois nous disent, par exemple, qu'on est dans un monde, qu'on est dans le monde, dans une économie monde, mais que ce monde n'est pas encore né. Et en effet, au niveau des idées, nous ne l'avons pas encore fait naître. Donc c'est un défi que l'art du futur porte, faire naître ce monde-là, dans lequel chaque nation doit apporter le meilleur, pour que de tous ces apports naisse quelque chose d'entièrement nouveau. Et ça, c'est pour moi l'art du futur. Et c'est pour ça que le Puits de Moïse, qui est un moment de développement de l'histoire, où on passe du roman au gothique, et où ce gothique est porté par ce qui était à l'époque la société marchande la plus avancée en Europe avec l'Italie, celle des Flandres, on est dans quelque chose qui est dans ce changement. Et l'art, c'est dans ce changement. Il doit y avoir tout un élément de surprise, tout un élément qui nous porte, pour ainsi dire, au-delà de nous-mêmes, vers quelque chose qui nous permettra d'affronter des défis
de grands défis qui sont les défis de notre moment. Et je reviens à la politique. Ce n'est pas mécanique comme liaison, hein, mais c'est quelque chose qui inspire. Parce qu'on en discutait hier avec un ami, en France, on pense que lorsqu'il y a deux choses contradictoires, deux opposés, ben ils sont opposés, voilà, et on passe à autre chose. Ben non, ces opposés révèlent qu'il doit y avoir une solution à un niveau supérieur, et que cette solution surmontera l'opposition. C'est la coïncidence des opposés, qu'on a vu chez Nicolas de Cuse, dont nous parlons souvent, mais pas seulement. Il y a toute une école russe qui, dans la science, fonctionne de ce point de vue-là. Donc, il faut redécouvrir cela. Et l'art, c'est là. C'est ce qui est au bout de la langue, et en particulier dans sa forme la plus approfondie, la plus, je dirais, la moins en liaison avec la perception physique, qui est en liaison avec le son. C'est la musique. La musique doit apporter cette capacité-là. Et je pense que dans quelques grands moments, quelque chose, pour en revenir à un homme d'État, mais il n'a pas été le seul, mais De Gaulle disait « Eh bien maintenant chantons ». Eh bien c'est cette forme-là qui vient naturellement porter, ça dépend de ce qu'on chante. Hein. Je pense qu'il est très utile d'avoir des chorales dans chaque école, mais il faut voir le contenu de la chorale et une discussion au cours de ce que doit être ce contenu. Ça ne va pas tomber du ciel des idées reçues, mais ça ne va pas venir non plus des préjugés ou de facilités, de divertissement que ressentent les jeunes qui sont là. Ça doit être quelque chose qui est engagé dans un dialogue où cette idée de se sourcer là où on a créé, pour pouvoir à son tour créer, doit être l'essentiel. Et sur la culture, je pense, c'est de cette façon que je vois les choses.